Bonjour à tout le monde. Quand j'ai reçu le titre, j'étais un petit peu surpris et donc j'ai fait la même démarche que notre premier orateur. Je suis très content des réponses qu'il a données. J'étais très inquiet d'être bombardé de ce titre. Et donc ce que je compte faire en fait avec vous, si la souris veut bien fonctionner. Ouais. Ce que je vais faire avec vous, mais on va essayer de récupérer le temps, ce serait assez modestement de faire part de difficultés rencontrées dans deux expériences professionnelles que sont le RHM et le chef de projet de patients informatisés. J'irai beaucoup plus vite que prévu dans cette partie-là pour m'attarder un petit peu plus sur l'évolution de ces métiers avec une réflexion tirée vers le futur. Le RHM, clairement, rentre bien dans le sujet d'aujourd'hui parce qu'il touche évidemment énormément d'acteurs du monde hospitalier. Non seulement tous ceux qui sont impactés de près ou de loin dans l'enregistrement des données, mais également ceux qui vont devoir travailler au quotidien en tenant compte des aspects financiers qui découlent du RHM. Je parle spécialement service social, gestion des lits. Vous aurez les DIA, donc je ne vais pas m'attarder très longtemps sur chacun des points. Vous les lirez à votre aise si le sujet vous intéresse. Une des difficultés qu'on va rencontrer dans ce métier, c'est d'assurer la cohérence entre les enregistrements différents, mais souvent redondants, partiellement les mêmes, partiellement différents. Et donc c'est un des aspects difficiles de ce métier. Le deuxième, c'est l'adaptation au changement, je dirais l'adaptation perpétuelle au changement ou l'adaptation au changement perpétuel. Vous mettez le perpétuel où vous voulez. Mais chaque année, tout change, les codes, les groupeurs, les règles, l'impact financier. Ça nécessite qu'au niveau informatique, on court derrière les choses. Ça nécessite aussi que tout un tas de personnes s'adaptent année par année aux besoins qu'on rencontre pour remplir nos obligations. Et donc cette adaptation au changement, elle n'est pas seulement à obtenir personnellement, mais elle est à obtenir de toute une série d'acteurs de l'hôpital. Et c'est ce qui va probablement être le plus compliqué dans ce métier, c'est de communiquer. Communiquer avec tout le monde. Communiquer avec le personnel administratif auquel on demande des tas de renseignements rébarbatifs bien souvent, très souvent totalement dénués d'intérêt métier. Quand je dis métier, dans la présentation, c'est un terme qui revient très souvent dans les processus d'informatisation et on veut dire par là ce qui est propre à une profession bien particulière au sein de ces activités tout à fait transversales. Et donc, on demande à des personnes d'enregistrer des données auxquelles ils ne comprennent pas grand-chose. Les instructions sont parfois extrêmement alambiquées. C'est une surcharge de travail et malheureusement, c'est humain. Chacun essaye de réduire sa charge de travail et on constate au niveau de l'hôpital que bien souvent des données manquantes qui ont permis aux personnes d'épargner peut-être 5 ou 10 secondes vont en bout de chaîne au moment où on doit envoyer les données, créer des surcharges de travail de l'ordre de 3, 4 ou 5 minutes. Ce qui, vu le nombre de données concernées, vu l'importance de ces données, constitue finalement des déplacements de charge de travail avec un effet d'amplification énorme. Donc c'est un des rôles aussi du responsable RCM, d'essayer RCM, RHM. RCM, pour ceux qui ne sont pas du domaine, c'est l'enregistrement des données médicales et le RHM, c'est une nouveauté, disons, depuis 2008 tout de même, où on a recentré pas seulement les données médicales, mais les données administratives, les données nursing, et ça s'appelle maintenant RHM. Vous m'entendrez parler RCM, RHM, vous m'excuserez de la petite incohérence. Deuxième communication, la plus difficile incontestablement, c'est avec les médecins. Pourquoi? Parce qu'en fait, à cause du RCM, on impacte leur travail, on change leurs habitudes, on essaye de changer leurs habitudes en matière de tenue de courrier, de dossier médical. On les pousse à aller vers une manière de plus en plus structurée de travailler.
On les pousse même à adapter leur langage, ils doivent donner des précisions nécessaires pour le codage, et tous ceux qui sont coutumiers du RCM savent quel impact a eu le passage à l'ICD-10 en termes d'augmentation de documentation nécessaire dans les dossiers. Plus que ça, la difficulté, c'est qu'on parle en langage RCM que les médecins ne connaissent absolument pas. C'est d'ailleurs un des problèmes que j'adresserai un petit peu plus tard dans la présentation. Mais donc, on n'est pas sur le même terrain, on n'est pas dans le même monde avec les médecins. Et que dire alors du passage dont on parle de plus en plus au SNOMED, à la généralisation de cette nomenclature. Ce n'est pas une nomenclature, c'est un langage carrément, totalement inconnu et que les autorités voudraient imposer dans des délais relativement brefs. Alors, comme on parvient difficilement à convaincre les médecins pour eux-mêmes, pour l'intérêt qu'ils pourraient trouver eux-mêmes à cette standardisation, on les aborde sur le plan de l'impact financier. Et là aussi, ça tombe un petit peu dans le vide parce que, d'une part, ces mécanismes financiers sont extrêmement compliqués. La première difficulté, c'est de les comprendre soi-même. La deuxième difficulté, c'est de les faire comprendre à d'autres. Et ces mécanismes, en fait, ils influencent essentiellement le financement de l'hôpital. Ils influencent très indirectement, jusqu'à présent en tout cas, les choses vont probablement changer, mais jusqu'à présent, ils impactaient indirectement les médecins, qui du coup se sentent assez peu concernés. Et c'est un combat de tous les jours d'essayer d'obtenir leur adhésion. Dernière corde à notre arc pour essayer de les convaincre, c'est de leur donner des statistiques d'activité. Et là aussi, on tombe rapidement dans l'eau parce qu'on leur parle d'APR-DRG, degré de sévérité, qui n'ont finalement que très très peu de pertinence pour eux. Alors on change de cap et on doit également discuter avec les gestionnaires. J'en vois un qui sourit. Le gestionnaire qui voit en fait le RCM d'un tout autre, ou le RHM d'un tout autre œil, je dirais d'un mauvais œil parce que c'est une activité qui lui coûte très cher en temps, en personnel, en ressources informatiques, mais dont lui reçoit en plein fouet toutes les retombées financières qui sont actuellement majeures, puisqu'on peut le dire, c'est pratiquement la manière dont les finances tombent encore dans l'hôpital. Et donc cet impact financier majeur, en ayant mis des ressources, en ayant mis des moyens et en mettant beaucoup d'énergie, d'année en année, on voit que le résultat final, les lits justifiés, il diminue de manière linéaire puisqu'ils sont le fruit de la course au raccourcissement des journées. Et donc tous les hôpitaux travaillent ensemble à faire diminuer le DMS qui vont faire en sorte que l'année prochaine, ils auront moins de lits justifiés. Donc, avec les gestionnaires, le RCM, la discussion sur le RCM n'est pas nécessairement toujours un long fleuve tranquille, d'autant plus que là aussi, la discussion va se faire en APR-DRG, degré de sévérité, et qu'il faut faire vraiment très attention aux confusions. Confusions qui viennent en fait des autorités elles-mêmes. Je repris ici un extrait du dernier rapport du KCE qui refaisait un petit peu l'historique de l'utilisation du RCM et des APR-DRG dans le financement et la manière dont ils ont annoncé la mise en route des montants de référence en parlant de pathologies moins sévères, degré de sévérité 1, 2, 3, 4, donc les 1 et 2 sont moins sévères que les 3 et 4, on est bien d'accord. Encore faut-il qu'on comprenne ce que ça veut dire. Et la dérive du langage a encore été plus importante dans les années qui ont suivi, il y a 2-3 ans, quand le ministère a été chargé d'étudier l'extension de ce mécanisme de financement. On ne parle plus de pathologie sévère, mais on parle de pathologie de faible gravité. Alors quand on sait que ça contient entre autres des accidents vasculaires cérébraux avec infarctus, des embolies pulmonaires, des cancers du poumon, des infarctus dont tout le monde ici sait très bien que ce sont éventuellement des causes de mort subite, qu'elles soient en sévérité 1, 2, 3 ou 4, ça en reste des pathologies extrêmement graves. Et donc il est clair que si on utilise des termes comme les APR-DRG, degré de sévérité, et qu'on met des vérités qui sont des contre-vérités derrière, il n'y a plus moyen de discuter. Donc c'est aussi un des rôles difficiles du responsable RACEM de toujours ramener au sens véritable des choses qu'on utilise et de réexpliquer inlassablement que les degrés de sévérité
ne sont que des groupes homogènes de dépenses au sein d'un APRDRG et qu'en aucun cas on ne dispose de moyens de regrouper de manière homogène des patients ou des pathologies. Autre discussion qui est loin d'être un long fleuve tranquille, c'est avec le service informatique. Pourquoi? Parce que, en termes de RHM, on se trouve aux confins d'un domaine extrêmement technique, souvent trop technique pour être géré ou parfaitement géré par les personnes du service RHM. Et donc, il y a la partie technique qui doit être prise en charge par l'informatique. Et pour l'informatique, le contenu médical, organisationnel, etc. est beaucoup trop métier pour qu'il s'en sorte tout seul. Donc, d'où les difficultés de répartition des tâches, des responsabilités entre les uns et les autres. Vous savez qu'il y a une obligation de respecter les délais, que ces RHM, c'est une masse de données qui doivent être cohérentes, qui sont contrôlées de manière extrêmement précise par le SPF, et qu'il y a de plus en plus de pression et même des menaces de sanctions sur les retards. Alors à qui incombe le retard quand toutes les données sont enregistrées mais qu'il manque des précisions techniques pour faire passer les bandes? Donc je sais que c'est quelque chose qui peut poser problème dans pas mal d'institutions. Et last but not least, comme on dit toujours, ce qu'il faut faire, c'est lutter contre la résistance au changement. Et le fameux il n'y a qu'à, qui est la première réponse qu'on a de la part de tous les interlocuteurs que je viens de citer, lorsqu'on vient avec des changements. Il n'y a qu'à. Et ne vous y trompez pas, il n'y a qu'à ne veut pas dire qu'on va trouver tout de suite une solution extrêmement simple. Il n'y a qu'à, ça veut dire deux choses. Ça veut dire l'autre n'a qu'à faire ce que moi je n'ai pas envie de faire. Et ça veut souvent dire aussi, attention maintenant je vais vous dire une grosse bêtise de quelque chose que je ne connais pas du tout. Autre point délicat dans le cadre du RCM, c'est le statut du médecin RCM qui est on ne peut plus flou. Il n'est écrit nulle part, il n'y a pas de description propre, effective de ses responsabilités professionnelles. Je vous rappelle que le RCM, en fait, il est sous la dépendance et sous la responsabilité du médecin directeur. On ne parle pas du responsable RCM dans le moniteur. Il n'y a pas non plus de définition claire des compétences requises, de la place dans l'organigramme, dans le statut, etc. Donc, un métier passionnant, je ne dis pas le contraire, mais les difficultés ne manquent pas. Autre métier extrêmement récent, je dirais, mais qui illustre bien le côté transversal nécessaire, et je rejoins un petit peu un des exposés qui a précédé, c'est donc la nécessité d'informatiser le dossier du patient. Et donc on a besoin pour ça d'un chef de projet métier. Il y a des chefs de projet pour l'ensemble du projet et puis il y a des chefs de projet métiers dont le rôle est de s'assurer que l'outil qu'on va mettre en place répond aux besoins et aux attentes des utilisateurs. Utilisateurs qui, dans le cadre du dossier patient informatisé, sont évidemment les médecins, les infirmiers, donc vraiment les personnes de terrain, pour reprendre l'expression de notre présentation précédente. Et donc ces besoins, la première difficulté, c'est de les connaître, c'est de les rassembler. Et la particularité dans le monde médical, c'est que les médecins ont tous des besoins extrêmement précis et extrêmement propres à leur fonction. Ça tombe sous le sens qu'un ophtalmologue n'aura pas les mêmes besoins qu'un orthopédiste ou qu'un intensiviste, mais la grosse difficulté, c'est que les médecins ont énormément de mal à exprimer leurs besoins. Ils sont souvent dans l'émotionnel, dans le relationnel, dans la casuistique. Je reviens sur un des points qui a été évoqué dans le deuxième exposé, donc la casuistique de l'histoire d'il y a 10 ans, qui est que, et tout le dossier médical ne peut évidemment pas être basé sur de la casuistique. En bref, ce que l'utilisateur veut, et ça c'est un point commun, il veut quelque chose qui va très vite pour lui donner accès à toutes les informations pertinentes dont il a besoin, et il n'a pas du tout envie de passer du temps à écrire ou à saisir des données. Donc voilà la quadrature du cercle, il veut tout en lecture, rien en saisie. Et alors un point qui ressort très fort et qui est une pierre d'achoppement dans beaucoup de ces projets, c'est que l'utilisateur, il attend que l'ordinateur l'aide dans son quotidien, là, maintenant, tout de suite.
Ça ne sert à rien d'essayer de convaincre un médecin qu'il va passer plus de temps à saisir les données pour améliorer ou faciliter le travail du nursing ou de la pharmacie ou du responsable RCM. Et l'inverse est vrai pour tous les métiers. Personne n'a envie de faire plus de travail pour faciliter le travail d'un autre. Donc ça, c'est un gros danger de l'informatisation. Si on ne comprend pas ça, on va droit dans le mur lors de l'informatisation des dossiers. Il y a des besoins alors des autres partenaires. Les besoins du gestionnaire sont surtout d'augmenter globalement l'efficience de son hôpital dans tous les domaines d'activité, donc de standardiser les procédures et puis évidemment d'avoir des budgets qui sont payables. On peut tout avoir en informatique, mais les budgets évidemment restreignent fortement ce qu'on peut raisonnablement obtenir. Alors un point sur lequel je voudrais quand même insister, j'essaie de ne pas dépasser mon temps, c'est le côté de plus en plus exigeant des autorités vis-à-vis de données venant de l'hôpital. Et donc les autorités nous demandent de plus en plus d'informations sous des formats bien structurés, bien standardisés, de plus en plus détaillés, de plus en plus exhaustifs et de plus en plus vite. Donc ça, c'est aussi un point auquel on ne peut malheureusement pas échapper. La loi, c'est la loi. Et donc, quand on informatise les dossiers à l'heure actuelle, il faut tenir compte de cet aspect. J'y reviens dans un instant. Et enfin, le dernier intervenant, c'est évidemment le monde informatique, le service informatique de l'hôpital et les fournisseurs, qui ont d'autres contraintes tout aussi respectables et tout aussi importantes, à savoir qu'eux n'ont pas la capacité de répondre à toutes les demandes, à tous les besoins. Ils ont de nombreux clients, de nombreux utilisateurs dont les demandes sont très diverses, parfois totalement contradictoires. Et donc il y a toujours un arbitrage à faire entre le nombre de demandes, l'importance et l'intérêt de ces demandes et la possibilité d'y répondre. Sans oublier qu'ils sont confrontés à l'important problème de la sécurité, de la maintenance, et que donc faire plaisir à tout le monde, ça n'est pas possible et ça mène de toute façon à l'impossibilité d'une maintenance. Et donc, je vais peut-être passer cette dia pour, vous avez bien compris que le chef de projet, il se trouve là finalement à l'intersection de toutes les demandes. Là aussi, je vais passer pour faire quand même une réflexion un peu plus longue sur l'évolution de ces métiers. D'abord en regardant le passé. Au niveau de l'informatisation, ça a été quelque chose de relativement progressif. Au début des années 80, on avait ce qu'on appelait une informatique en silo. Certains services informatisés qui s'échangeaient éventuellement des données et des dossiers médicaux qui étaient essentiellement encore tenus en papier. Ça s'est progressivement intégré, interfacé, mais toujours centré sur le côté administratif des patients et des séjours. Et puis, on en arrive maintenant à des ébauches de solutions globales et surtout à une généralisation de la communication vers l'extérieur par des échanges web en temps réel, de manière structurée. Et le fameux rôle de chef de projet, c'est surtout dans cette dernière phase qu'il est apparu. J'y reviens dans un instant. Juste pour ébaucher aussi l'évolution du RCM. RCM en 1990, peu de règles, peu d'impact, peu d'intérêt. Donc à l'époque, le rôle du médecin RCM, c'était un rôle tout à fait mineur. Et puis à partir de 1995, sont apparus les impacts et les retombées financières du RCM, de plus en plus importantes, avec une pression croissante sur les durées de séjour. Et une prise de conscience progressive des directions, et puis des médecins, et puis finalement de tout le monde dans l'hôpital, de l'importance cruciale que ça avait pour le financement. Et à ce moment-là, le rôle du médecin RCM est plutôt devenu le rôle de démineur, celui chargé d'essayer de convaincre les uns et les autres de l'importance de la chose. Et là aussi, comme dans l'informatique, les choses s'emballent. À partir de 2009, et c'est certainement pas terminé, avec une transformation et une évolution lente du financement global de l'hôpital par pathologie. Donc on va probablement encore voir énormément de changements dans les quelques mois ou les 2-3 années à venir. Et donc le rôle du médecin RCM a évidemment évolué en parallèle.
Il est devenu non seulement le garant de la qualité des données, mais aussi chargé d'en analyser l'impact et il est de plus en plus impliqué comme conseiller pour des durées de séjour, pour des déplacements, pour des développements de nouvelles activités, pour éventuellement faire une fermeture de lit et ce genre de choses. Donc de plus en plus impliqué et de plus en plus impliqué aussi dans l'échange de données vers l'extérieur et avec l'extérieur. Et donc ça rejoint un petit peu cette tendance à l'heure actuelle d'avoir un hôpital tout à fait ouvert vers l'extérieur. Et donc, schématiquement, voici un petit peu l'état de l'informatique en phase 2, je dirais, avec un interfaçage progressif de différents volets du dossier, médical, infirmier et autres composants de l'hôpital, avec, dans un premier temps, de l'extraction de données, de l'envoi de données vers les partenaires propres à chacune des activités. Et puis, le mouvement auquel on assiste à l'heure actuelle, c'est une explosion dans tous les sens, dans toutes les directions, d'échanges de données dont les formats, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, sont maintenant échangés en ligne par le web vers les autorités, vers le monde scientifique, vers les organismes assureurs, vers le monde pharmaceutique, un petit peu partout. Et donc, ça pose problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train, quelque part, en matière d'informatique médicale, de faire le grand écart entre le médecin ou le soignant qui est confronté à son patient et qui a des besoins tout à fait limités, réels, limités, mais limités d'information et d'informatique, et un monde tout autour qui veut de plus en plus d'informations venant de cette activité particulière, sous des formats qui ne sont pas des formats ni connus ni gérés par les praticiens du terrain. Et donc, on en est au point où c'est évident qu'on doit transformer, faire évoluer les supports informatiques au niveau de nos hôpitaux. Un recensement récent fait par l'INAMI et le SPF a montré qu'il y avait aujourd'hui plus de 150 fichiers différents d'échange de données de santé qui contiennent tous plus ou moins les mêmes données partielles, complètes, sur les patients, sur leur pathologie, j'en passe, et des fichiers qui sont utilisés dans des finalités tout à fait différentes. Tous ces fichiers sous des formats différents, il faut voir comment ils sont constitués. On croit parfois qu'on rêve, on pourrait faire des films comiques parce qu'on a des ordinateurs un peu partout dans l'hôpital et puis on a besoin d'une statistique et on demande à quelqu'un de sortir une statistique qui va faire une requête SQL ou une requête quelconque et vous sortir un fichier texte ou un fichier Excel que quelqu'un va reprendre, va mettre dans un fichier Access pour le manipuler avec des données venant d'ailleurs pour finalement faire un autre fichier texte qu'on va retaper sur le web. Alors là, on est en ligne, retaper manuellement dans l'ordinateur. Ça fait sourire, mais je vous assure que ça, c'est la réalité des hôpitaux et c'est la réalité de l'informatique hospitalière d'aujourd'hui. À quelques exceptions près, on en est encore là. Et donc, il est clair que tout ça prend un temps considérable, consomme des ressources au niveau de l'hôpital qui sont gigantesques, qui ne sont pas toujours bien évaluées, qui sont totalement ignorées de la part de ceux qui nous demandent des statistiques, mais c'est bien la réalité. Et donc, clairement, les autorités veulent répondre à ça. Ils voudraient uniformiser les formats d'échange et uniformiser un petit peu aussi les codages utilisés. Ceci n'est qu'une liste tout à fait partielle du nombre de codages utilisés pour transférer de l'information de l'hôpital vers l'extérieur, d'où un besoin évident et tout à fait légitime d'essayer de standardiser un petit peu tout ça, d'où l'intérêt d'une nomenclature, d'un langage, d'une terminologie comme le SNOMED qui permet en fait de couvrir l'ensemble des domaines de l'hôpital, le côté médical, diagnostic, intervention, symptômes, mais également des données de laboratoire, des données concernant les médicaments, les analyses de labo, etc. Donc c'est clair que dans le fameux projet e-santé, il y a quelque chose d'extrêmement positif et d'extrêmement raisonnable. Mais donc, si on veut représenter un petit peu ce qu'est de manière très synthétique ce projet e-santé, donc ce serait de standardiser, de généraliser
la nomenclature standardisée SNOMED qui est internationale, avec tous les avantages sur le plan de la qualité des soins, l'échange de données, la possibilité pour le patient de se promener un peu n'importe où, non seulement en Belgique, mais en Europe, et d'avoir des dossiers médicaux qu'on peut comprendre quand vous êtes dans le fin fond de l'Espagne ou au nord de la Finlande. Vous avez votre dossier SNOMED et le médecin finlandais ou espagnol sait exactement de quel problème vous êtes atteint. Donc tout ça, c'est merveilleux, c'est magnifique, sur le plan scientifique aussi. Et donc l'idée, c'est de vous dire, voilà, dans les dossiers médicaux, on parle en SNOMED, et puis on uniformise dans tous les hôpitaux un format d'échange qu'on envoie à un seul endroit, et c'est le fédéral, ce IELTS, qui se chargera d'envoyer toutes les données à tous les organismes qui en ont besoin. Donc ceci, c'est merveilleux. En 2 minutes, ça s'explique, tout le monde adhère, c'est magnifique, mais on est au grand écart, parce que, bon, je passe ici dessus, j'en arrive à finalement la fin et la dernière d'hier, je vous rassure, donc je fais un gros effort pour être à temps. Donc, comment est-ce qu'on peut avancer? Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est au véritable grand écart. Et donc, on devrait rêver. Si on avait une baguette magique pour faire une chose, changer une chose pour faire en sorte que les choses iraient mieux, eh bien, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est d'adapter la formation des médecins. Parce qu'on leur demande depuis 25 ans, plus de 25 ans, d'enregistrer enfin, on ne leur demande pas à eux, mais on doit enregistrer le RCM. Je ne pense pas qu'il y ait 1% des cliniciens belges qui connaissent l'ICD, 25 ans après. On leur demande maintenant d'évoluer vers le SNOMED. Le SNOMED est totalement inconnu. J'en veux pour preuve que la plupart des médecins à qui vous parlez de SNOMED l'écrivent avec un W. Étant véridique, je peux vous l'assurer. Et donc c'est probablement un souvenir ému de leurs dernières vacances au sport d'hiver. Mais donc, si on veut avoir une chance de succès, c'est clair que c'est à l'UNIF et à partir de la première année de médecine qu'il faut leur expliquer, leur exprimer, leur aider, les former à parler SNOMED. Ça ne sert à rien d'essayer de convaincre un clinicien qui a 25, 30, 35 ans de pratique qu'à partir de demain, il va parler autrement. C'est l'échec assuré. Et les étudiants de médecine, on se rend compte aussi qu'ils ont très peu de capacité, ou en tout cas de formation, pour utiliser réellement correctement des dossiers patients structurés. Bien souvent, on voit tout dans une seule zone. Il y a des zones bien structurées dans le dossier. Anamnèse, examen clinique, pharmacie, évolution, conclusion, et on met tout dans la conclusion. Donc on perd complètement l'intérêt d'un dossier structuré. Et également, de plus en plus, on est amené à échanger des informations et donc apprendre aux étudiants comment transmettre des dossiers, des données de manière synthétique, de manière complète. Ce n'est pas parce que c'est synthétique que ça doit être vide, ça doit être synthétique et ça doit être précis et complet. Donc là, je pense qu'il y a vraiment énormément de travail à faire. Mais ne rêvons pas trop, il y a beaucoup de choses qui devraient être changées. C'est clair qu'au niveau informatique, les supports aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des besoins. Et alors, on devrait espérer aussi qu'on ralentisse un petit peu le rythme des changements, mais là, c'est un vœu pieux. Et donc, vu l'heure tardive, n'en rêvez plus, je pense que l'heure est arrivée.